Comprendre les enjeux, anticiper les risques, protéger l'avenir, éclairer votre quotidien. Répondre à vos doutes et bâtir ensemble une Afrique plus forte. De la recherche en laboratoire au cœur de nos foyers. Bienvenue dans votre émission Vie et Santé avec le professeur Idir Bitam sur les ondes d'Ifriqiya FM. Bonjour, bienvenue dans votre émission Vie et Santé avec vous le professeur Idir Bitam, spécialiste maladies transmissibles, pathologie tropicale émergente. Aujourd'hui on va parler sur une thématique qui cadre par rapport à la saison estivale, donc les maladies vectorielles et méthodes de lutte. Avec nous, on a l'honneur et le plaisir toujours de recevoir notre ami Zakaria Abdellahoum, qui est enseignant-chercheur, spécialiste des maladies transmissibles, beaucoup plus sur les maladies vectorielles. Merci professeur Bitam, c'est toujours un plaisir d'être parmi vous. Très bien, donc effectivement, nous sommes dans une saison où il y a beaucoup de problèmes de piqûres d'insectes. Pas seulement les moustiques, il y a les moustiques, les tiques, les puces, les poux. Et effectivement, pourquoi ? Parce que c'est une saison où il y a les conditions adéquates, optimum, si on peut dire ça, par rapport à la transmissibilité, par rapport à la densité de population, donc qui est favorisée par les conditions, notamment la chaleur, l'humidité, la présence d'eau, etc. Donc tout ça, c'est des facteurs qui favorisent l'émergence et la multiplication de ces arthropodes. Parce qu'en fait, il y a une différence entre arthropodes et insectes. Voilà, donc les tiques, c'est pas des insectes, c'est des arthropodes. Donc c'est pour ça qu'on va parler beaucoup plus d'arthropodes. Et on parlera aussi des maladies vectorielles. Quels sont les différents types de maladies qui nous menacent, qui menacent l'Afrique. Et les méthodes de lutte, comment se protéger, comment lutter contre ces arthropodes. Professeur Abdellahoum, c'est quoi les maladies vectorielles ? C'est quoi d'abord les arthropodes ? Et si on peut donner quelques espèces ou quelques genres ou espèces qui peuvent nous menacer, qui nous menacent. D'accord, donc tout d'abord, c'est quoi les arthropodes ? Les arthropodes, ça englobe les insectes, donc c'est des espèces animales qui sont caractérisées par des pattes qui sont articulées, donc arthropoda du latin. Donc parmi les arthropodes, on trouve donc il y a plusieurs familles, il y a plusieurs classes, dont le régime alimentaire, les hôtes, les modes de vie est différent. Parmi ces derniers, on a les insectes, donc majoritairement les insectes. Donc et chez les insectes, on trouve le mode de vie hématophage. Et également chez les arachnides, où on trouve les tiques, qui sont également des hématophages. Donc là, on parle des principaux vecteurs. Donc on a les moustiques, dans les insectes, on a les moustiques. Dans les arachnides, on a les tiques. Donc il faut savoir que les arthropodes, c'est le phylum du règne animal le plus important, qui contient plus de 70% du règne animal. Très bien. Donc, il faut savoir effectivement que 17% des maladies infectieuses sont représentées par des arthropodes. Donc, on a effectivement des insectes ou des tiques et des puces, des poux, des mouches, etc., qui peuvent transmettre effectivement plusieurs espèces de maladies. Parmi, donc, on a des virus, des parasites, des bactéries. Maintenant, on parle même des champignons et des levures qui font partie aussi, malheureusement, comme vecteurs, c'est des arthropodes. Effectivement, donc on va maintenant parler un peu des maladies. Donc c'est beaucoup plus les agents pathogènes plutôt qui peuvent être transmis par ces arthropodes. Donc on va parler des virus. Docteur Abdellahoum, qu'est-ce que vous avez comme données sur les virus et les arthropodes ? D'accord. Donc tout d'abord, une maladie à transmission vectorielle, c'est une maladie qui est transmise via un insecte ou bien un arthropode, d'une manière générale, qui a un mode de vie hématophage, principalement hématophage, qui transmet cet agent pathogène d'une manière directe ou indirecte à son hôte, que ce soit homme ou animal. Donc,
quels sont les agents pathogènes transmis? Principalement, c'est les virus. Ouais. Donc, les virus comme la dengue, le chikungunya et la Zika. Donc, bien sûr, la distribution des virus diffère selon la présence est forte et liée, strictement liée à la présence du vecteur et la présence de son environnement. Donc, par exemple, le Zika, on n'a pas encore trouvé le Zika en Afrique. Donc, c'était en Amérique latine, principalement. Ceci dit que notre virus, c'est le West Nile virus. On le trouve en Algérie, on le trouve en bassin méditerranéen. Donc, c'est un exemple qui détermine la distribution de ces arbovirus. Effectivement, donc vous avez cité le West Nile virus, donc qui est un peu particulier par rapport aux autres arbovirus, c'est-à-dire les autres maladies transmises par les arthropodes. Pourquoi? Parce qu'en fait, comme Zika, comme chikungunya, etc., donc il n'y a pas d'autres intermédiaires. Donc c'est l'homme, l'homme directement par l'intermédiaire des moustiques. Mais le fièvre jaune, donc surtout le West Nile virus, il est un peu particulier parce que ça touche les autres animaux et plus particulièrement les oiseaux qui sont considérés comme étant des réservoirs amplificateurs. Okay. C'est quoi le terme amplificateur? Amplificateur, donc c'est le virus lorsqu'il rentre dans le corps de l'oiseau généralement. Donc on a 200 espèces qui sont répertoriées comme étant des réservoirs et amplificateurs. Donc il se trouve dans un environnement très favorable, donc il va se multiplier, donc se répliquer parce que c'est un virus. Une fois qu'il se réplique, là, le moustique, lorsqu'il prend le repas sanguin, malheureusement, il va prendre une charge virale assez importante. Et lorsqu'il va piquer l'homme, généralement, je peux vous dire à 98%, c'est la mort certaine. Parce qu'il y a une charge, il y a un dérèglement du système immunitaire de l'homme, ce qu'on appelle le choc cytokinique. Et là, lorsqu'il y a un dérèglement, malheureusement, ça peut aller vers la mort parce qu'il n'y a plus d'anticorps, il n'y a plus de qui défend l'homme malade convenablement. Donc voilà, c'est ça la particularité du West Nile virus. Il faut le signaler. Il existe en Afrique, donc le Mali, Niger, Sénégal, etc. Donc il y a des pays qui sont concernés par les oiseaux migrateurs et qui transportent avec eux malheureusement les virus. Et le moustique, il existe partout dans le monde, donc c'est un moustique ubiquitaire, qui est le Culex pipiens, et qui peuvent malheureusement nous faire des dégâts un peu importants point de vue santé publique. Docteur Abdellaoum, qu'est-ce que vous dites de paludisme? Alors, le paludisme, c'est un parasite unicellulaire qui est transmis par les moustiques du genre Anopheles. Donc, le problème, c'est-à-dire si on parle le problème du paludisme, c'est que le moustique lui-même est un réservoir. Donc, l'amplification du parasite se fait à l'intérieur du moustique. Ouais. Et aussi, il faut savoir que le paludisme est responsable d'un nombre très très élevé de morts dans le monde, notamment en Afrique. Donc en Afrique, donc on a un nombre très très élevé et surtout c'est chez les enfants. Oui, les enfants, les femmes enceintes, les vieux, etc. C'est-à-dire les personnes immunodéprimées. Exactement. Le système immunitaire qui n'est pas très développé. Effectivement, donc on a parlé de West Nile virus, Zika, chikungunya, fièvre jaune, etc. Donc là, c'est des arboviroses. On a parlé un peu de parasito, donc on parle un peu de paludisme, effectivement, et ça touche malheureusement beaucoup plus les pays africains que les autres continents. Donc le continent africain il est très concerné. Il faut savoir que la transmission se fait beaucoup plus par le biais d'une espèce, un genre d'espèce particulière, mais il y a plusieurs espèces, il y a même un complexe d'espèces de moustiques qui est l'Anopheles. Bien sûr, l'Anopheles femelle. Il y a quelques études qui ont montré effectivement qu'il peut y avoir des réservoirs, mais sans aucune indication par rapport à la transmissibilité. Donc on a des lézards, on a quelques oiseaux, on a quelques reptiles, etc. Mais on n'a pas de preuves scientifiques sur l'efficacité du réservoir
lorsque le moustique va piquer, est-ce qu'il va prendre les formes infectantes, etc. Donc tout ça, c'est des études à faire. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est une transmission interhumaine par le biais d'un moustique femelle. Plus la moustique femelle est ce qu'on appelle vieillie, plus elle est infectante et dangereuse. Plus elle est jeune, pourquoi ? Parce qu'il y a un cycle qui se développe au niveau du tube digestif de moustique, donc qui nécessite au moins une dizaine de jours. C'est-à-dire qu'une fois que le moustique, donc après le repas, donc il lui faut au moins 10 jours pour qu'elle soit infectante. Et tant que le moustique il est jeune, lorsqu'il prend le repas sanguin en étant jeune, il n'y a aucun risque de transmissibilité. C'est-à-dire qu'elle ne va pas transmettre les formes infectantes, elle va transmettre peut-être des formes qui ne sont pas infectantes, donc il n'y a aucun risque. Et c'est pour ça que, heureusement qu'on n'a pas une grosse quantité de population, une grosse importante de densité de population qui est infectée en Afrique. Mais on a quand même les parties les plus dangereuses, c'est-à-dire le continent où il y a beaucoup de cas du paludisme par rapport aux autres continents. Heureusement qu'il y a le traitement, heureusement qu'il y a la prévention, donc il y a tout un programme de lutte contre le paludisme par l'Organisation mondiale de la santé. Donc il y a plusieurs formations des médecins, des traitements, il y a même des entreprises qui essayent de se créer à l'intérieur du pays, à l'intérieur du continent, pour produire les molécules. Il y a même des tests de vaccination qui ne sont pas encore efficaces, mais ça va devenir efficace. Donc il y a des tests de vaccination qui sont à l'étude et d'où ils ont montré leur efficacité. D'autres maladies, on a les maladies bactériennes, d'accord. Alors parmi les maladies bactériennes, on a par exemple la maladie de Lyme, qui est transmise par les piqûres de tiques. Ça concerne pas beaucoup l'Afrique, ça concerne beaucoup plus l'Afrique du Nord. Pourquoi ? Parce que ça nécessite une certaine condition climatique qui ressemble un peu au climat européen, d'accord. Donc il faut une certaine humidité, etc. Mais on a toujours le rôle des oiseaux migrateurs dans la transmission des vecteurs et des bactéries d'un continent à un autre. Donc il y a toujours cette possibilité, c'est pour ça qu'on doit la citer, qui est le transport des tiques et le transport des bactéries, ou même des virus, d'un continent à un autre. Donc c'est toujours intéressant de rechercher, si vous avez des cas où il y a ce qu'on appelle les irritants migrants, des arthrites, ou bien des acrodermatites chroniques atrophiantes. On a la neuroborréliose, qu'on appelle la paralysie hémifaciale. Tout ça, malheureusement, c'est des critères de diagnostic physique, clinique, si on peut dire ça aussi, qui permet de penser à diagnostiquer cette bactérie, même si c'est un continent, c'est-à-dire même si c'est un pays qui n'est pas concerné, point de vue littérature. On lit pas, on n'a pas de publication par rapport à cette bactérie, surtout dans les pays africains. Mais c'est intéressant qu'on pense à le diagnostiquer parce qu'on a des oiseaux migrateurs qui peuvent transporter cette bactérie et qui peuvent faire des problèmes de santé publique. Voilà, donc on a aussi d'autres maladies bactériennes qui peuvent être transmises par les arthropodes, telles que les maladies à transmission par les puces. Oui. Donc on a le typhus, par exemple. Oui. Historiquement, ils ont causé des dégâts. C'est-à-dire, on parle à partir de 1380, 1370. Donc en Europe, il y a eu beaucoup de dégâts, ouais. Avec la peste. Donc il faut savoir que les maladies bactériennes, ces deux dernières bactéries telles que la peste et le typhus, donc sont transmises par les puces. Donc les puces qui sont des insectes, donc qui vivent sur les rats, sur les chats. Ouais. Donc et il faut donc vraiment le problème de ces maladies, par exemple la peste, donc c'est l'intervention de l'homme. Donc si l'homme intervient pour éradiquer des populations de rats, donc automatiquement il va pousser ces rats à s'enfuir, à sortir de leur abri. Donc il faut savoir que les rats tout le monde connaît que les rats ont un mode de vie souterrain.
donc les pousser à sortir de leur environnement automatiquement. S'il y a la présence de la maladie, donc il pousse la maladie à sortir Bien sûr. Des ténèbres, si vous voulez. Donc c'est ce qui constitue le risque, en plus du fait que ce soit une maladie mortelle qui est très rapidement transmissible, et la propagation est très rapide. Tout à fait. Effectivement, la peste, ça reste un problème de santé publique jusqu'au jour d'aujourd'hui. Effectivement, on a eu 3 grandes pandémies à l'échelle mondiale. On a la peste noire, la peste médiévale et la peste orientale qui est actuellement en circulation un peu partout, au Madagascar, au Sénégal, l'Afrique centrale, l'Afrique du Nord récemment, donc les années 2000, donc, où il y a eu des épidémies. Des petites épidémies, mais quand même, ça reste toujours d'actualité. Donc, des mesures préventives, des mesures de formation est toujours d'actualité. Donc, il faut toujours penser à diagnostiquer cliniquement et biologiquement les infections bactériennes transmises par les arthropodes. Même si elles sont anciennes, donc ça ne veut pas dire qu'elles sont éradiquées. Le terme éradication ne peut plus s'employer parce que ça peut revenir à tout moment. Changement climatique, changement de comportement humain, la construction des zones urbanisées dans des zones sauvages. Donc, qu'est-ce qui va forcer un peu la promiscuité des animaux sauvages avec l'humain. Donc, tout ça, c'est des facteurs favorisants au développement de ces maladies. Très bien, donc on a aussi autre chose qui est très important par rapport, c'est pas une maladie, mais quand même ça reste toujours gênant, c'est la gale. La gale, oui. Les Sarcoptes scabiei, donc c'est des parasites qu'on peut prendre à partir des animaux, ou bien à partir de l'environnement, où ça touche beaucoup plus les enfants. Donc il faut toujours les surveiller, les contrôler, malheureusement, parce que quand même ça mange de la peau, donc voilà. Donc bien sûr, ça mange de la peau, et c'est par conséquent des surinfections se développent. Donc à force de supprimer les barrières, les premières barrières de défense, la première barrière qui est la peau. Donc on a des surinfections, on a des bactéries, des champignons qui s'installent. Bien sûr, ça reste gênant. Et ça se transmet au contact, donc d'un homme à un homme. Donc il faut surveiller. C'est-à-dire, il y a certaines maladies qui sont négligées. Oui. Donc à force de les négliger, elles sont oubliées, et quand elles réémergent, donc ça cause vraiment un problème. Donc un point très important, c'est qu'il faut pas négliger. Il faut jamais négliger une maladie qui a disparu, parce qu'il n'y a pas d'éradication, comme vous avez dit, professeur. Ouais. Donc il faut toujours émettre des hypothèses, faire des probabilités que cette maladie peut surgir ou bien réémerger. Donc et constituer un risque si elle n'est pas diagnostiquée au bon moment. Très bien. On a aussi un autre volet par rapport à la transmissibilité, c'est les allergies. Donc on a des allergies lorsqu'on se fait piquer par des moustiques, ou bien par des tigres, ou bien par des arthropodes, et ça donne des allergies un peu graves même. Donc ça peut aller jusqu'à un problème respiratoire, etc. Donc c'est la réaction de la peau, du système respiratoire qui peuvent devenir très fortes chez certaines personnes, surtout lorsqu'on est en contact d'un nouveau moustique. Donc un moustique, c'est le cas par exemple de l'Algérie, enfin de toute l'Afrique du Nord. Effectivement, lorsqu'il y a une nouvelle espèce de moustique ou d'arthropode qui vient dans un environnement particulier, donc il nous pique, malheureusement, le système immunitaire de la personne n'est pas adapté. Donc il ne connaît pas le corps étranger qui est la salive du moustique. Et donc c'est un corps nouveau, il s'adapte, et le fait de s'adapter, malheureusement, ça crée des allergies un peu particulières, notamment des gros boutons au niveau des parties des pieds ou bien des mains, même du visage. Et ça crée aussi la sensation de grattage, donc on se gratte,
Et le fait de se gratter, malheureusement, ça fait des blessures et que c'est une porte d'entrée pour des bactéries. Même en parlant d'allergie, on a parlé de la gale des acariens. Donc il faut pas négliger les acariens. Donc les acariens qui sont classés avec les arachnides. Donc c'est pas des insectes, c'est des arthropodes et qui sont responsables d'un grand nombre de cas allergiques dans le monde, c'est-à-dire cause des allergies respiratoires, des rhinites allergiques, la limite des asthènes. Donc c'est un élément qui est vraiment minuscule, qui est on trouve ce qu'on appelle des acariens de la poussière, et qui sont vraiment dangereux. Donc surtout, donc pour les éviter, donc ce qu'il faut faire, c'est vrai que ça ne transmet pas d'agents pathogènes, heureusement, mais il faut quand même éviter de manger sur son lit, de l'accumulation des poussières. Donc il faut éviter ce problème parce qu'ils sont là et ils causent des dégâts, mais on ne les voit pas. Très bien, ça c'est les acariens de poussière qu'on retrouve au niveau des tapis ou bien au niveau des matelas. Tout à fait, donc il faut faire très attention. Malheureusement, ça crée de l'asthme, ça peut aller jusqu'à la mortalité. Donc c'est un peu mortel. Donc il faut faire très très attention par rapport à ça. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on ne voit pas, mais effectivement il y a les mesures. Heureusement qu'il y a toujours une lutte. On peut éviter, donc c'est des maladies évitables. Mais il faut faire attention par rapport à ça. Donc il faut prendre des précautions nécessaires, notamment par exemple prendre des tapis, les mettre sous le soleil, aérer les pièces dans les chambres. Il faut toujours aérer au moins 10-15 minutes par jour. Donc ça va changer l'air qui est à l'intérieur, donc même les acariens qui sont dans l'atmosphère. Et qui sont aussi leur ennemi, c'est le soleil, c'est la lumière. Donc plus on les met en contact avec du soleil, plus ils disparaissent. Et mieux c'est par rapport à la population. Effectivement, donc on a parlé des allergies, donc les allergies parasitaires et des allergies par rapport aux acariens. On a parlé des maladies bactériennes, on a parlé des maladies virales. C'est très intéressant. Mais une maladie parasitaire, on a oublié quelque chose de très important qui est la leishmaniose. Oui. C'est vrai que les efforts de lutte antivectorielle ont fait diminuer considérablement les cas de leishmaniose dans les wilayas les plus touchés, mais ça reste un problème de santé publique et il faut savoir qu'il y a deux types de leishmaniose, la leishmaniose cutanée et la leishmaniose viscérale. Donc en Algérie, on a majoritairement la leishmaniose cutanée. Donc la leishmaniose cutanée, ça cause, c'est-à-dire tout d'abord, qui est son vecteur, c'est des moucherons. Donc on parle des phlébotomes, moucherons, qui transmettent ce parasite, ce protozoaire. Le problème de ce parasite, c'est qu'il se développe sur la peau et cause des plaies qui sont irréversibles. C'est-à-dire qu'on peut pas traiter, qu'on pouvait pas traiter auparavant. Maintenant, heureusement qu'il y a les nouvelles technologies en dermato, donc qui permettent, avec l'utilisation du laser et d'autres technologies, de diminuer la gravité de la cicatrice. Ceci dit, qu'il y a des zones, par exemple, on voit des cas chez des enfants ou des femmes qui sont touchées au niveau du nez, au niveau des lèvres. Donc, c'est des zones sensibles, très très sensibles, et c'est une maladie qui a aussi un impact psychologique sur le patient. Justement, malheureusement, ça fait pas très longtemps, il y a eu même des femmes qui se sont suicidées. Suicidées par rapport aux cicatrices indélébiles, surtout au niveau de la partie du visage. Lorsqu'on a une très très belle fille ou une très belle femme qui a des cicatrices indélébiles, malheureusement, elle est considérée comme étant une malade éternelle. Voilà, donc pour la population, c'est vrai, c'est un problème sociétal. Donc il faut qu'il y ait aussi la sensibilisation de la population comme quoi c'est pas une maladie transmissible, elle n'est pas transmissible d'une personne à une autre. Donc il faut que ça soit que la présence d'un moucheron, que vous le dites bien, c'est le phlébotome femelle, et donc c'est très important. Donc ça va un peu maintenant avec les développements des chirurgies esthétiques, etc. Donc le problème se règle. Mais effectivement, malheureusement, il y a des parasites, Leishmania tropica,
qui est humide, malheureusement, où il n'y a pas de cicatrisation, donc ça reste toujours, le parasite est toujours présent, donc il est en train de manger la peau, si on peut dire ça. Et donc c'est pas des cicatrices, malheureusement, c'est des blessures, c'est des plaies qui restent toujours présentes. Voilà, donc il n'y a pas de traitement efficace, mais c'est-à-dire qu'il faut passer à une chirurgie pour essayer de trouver la solution pour enlever le parasite, le débarrasser et régler le problème de la peau. Voilà, donc on a parlé des parasites, des bactéries, des virus, des allergies. Maintenant, on va passer à la lutte. Donc, quelles sont les méthodes de lutte physique, chimique, individuelle? D'accord, donc les méthodes de lutte, les méthodes de lutte les plus utilisées et les plus connues, c'est la lutte chimique. Ouais. Donc on a plusieurs familles d'insecticides qui peuvent être appliqués contre les larves dans les cas des moustiques ou contre les adultes. Donc les adulticides et les larvicides. Donc, bien sûr, ils sont efficaces. Bien sûr, chaque famille a été adaptée à une ou plusieurs genres d'insectes d'une manière globale. Ceci dit, chaque technique ou chaque méthode a ses limites. Par exemple, les limites des produits chimiques, c'est que les insectes, avec le temps, développent des résistances. Et aussi, c'est que ça nuit à l'environnement et à la santé humaine d'une manière, l'application continue, d'une manière si on n'applique pas d'une manière contrôlée, donc ça peut devenir un danger. Donc la deuxième des choses qui est utilisée ces derniers temps, c'est l'utilisation c'est la lutte biologique. Okay, donc l'utilisation des bactéries, par exemple contre les moustiques, la Bacillus thuringiensis contre les moustiques. Donc malheureusement, ça coûte cher. Ça coûte cher, bien sûr. Donc, ça coûte cher. Il faut trouver des molécules moins coûteuses et plus efficaces. Exactement. Donc le troisième point, c'est la sensibilisation. C'est la meilleure des préventions. La meilleure des préventions. C'est-à-dire, il faut que les citoyens connaissent les vecteurs, arrivent au moins à savoir, c'est-à-dire d'une manière pas scientifique détaillée, mais voici un moustique, une tique, une puce, qu'ils arrivent à identifier ces vecteurs. Après, savoir quelles sont les bonnes pratiques à effectuer pour éliminer ou bien pour diminuer la population de chaque vecteur. Surtout par rapport aux moustiques, donc il faut que la population, nos auditeurs, il faut qu'ils sachent effectivement que le moustique a besoin de l'eau. Donc surtout pour les gens qui habitent un peu où il y a les piscines, où il y a les retenues d'eau, où il y a les stockages d'eau, etc. Il faut qu'ils sachent que effectivement c'est le gîte de ces moustiques. Donc il faut qu'ils vérifient, qu'ils débarrassent un peu de la surface, c'est-à-dire les larves, etc. pour éviter qu'il y ait une grosse densité de population. Et ça va éviter les piqûres, les nuisances et même les maladies. Voilà, donc on est à la fin de notre émission. Merci pour votre écoute et à bientôt.